Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission qui vous résume chaque jour le meilleur de l'actu autour du dev mobile. Et en ce 19 janvier, on célèbre les 39 ans du célèbre ordinateur Lisa d'Apple, qui était d'ailleurs l'un des premiers ordinateurs avec non seulement une interface graphique, mais aussi une souris. Et le nom de Lisa vient de l'une des filles de Steve Jobs. Et si comme moi, vous n'avez pas les moyens pour vous en acheter un, il y a des peluches qui sont faites par un site qui s'appelle Troboy, et ben pour les plus geeks d'entre vous, vous pouvez aller regarder. Par contre, honnêtement, c'est pas forcément donné. Et du coup, sans transition, petite précision par rapport à hier, car j'ai dit une bêtise sur les années bissextiles, et il faut certes qu'elles soient divisibles par 4, mais si toutefois c'est divisible par 100 comme 1900 ou 2000, dans ce cas-là, ça doit être aussi divisible par 400. C'est pour cette raison que 2000 c'est bissextile, alors que 1900 c'est pas le cas. Du coup, désolé pour le petit manque de précision hier. Et pour ce qui est du contenu du jour, il va être question de Twitter, des applis autour de ChatGPT ou encore d'une étude de JetBrains, et on regarde ça tout de suite. On commence du côté d'Android Studio dont la dernière version stable est sortie la semaine dernière sous le doux nom de Electric Eel pour anguille électrique, sachant que la version précédente s'appelait Dolphin pour dauphin et que la prochaine s'appellera Flamingo pour flamant rose, et on apprend que la version après sera nommée Girafe. Bon, voilà une info pour débuter tout en douceur. Et allez, ensuite on va passer aux emojis qui sont gérés par le consortium Unicode et dont des nouveaux sont ajoutés régulièrement. Et avant le célèbre virus mondial dont on va pas prononcer le nom, et ces nouveautés, elles étaient finalisées en mars alors qu'elles sont désormais faites en septembre. Et ça explique pourquoi en fait Android et iOS le reçoivent un tout petit peu de manière décalée. Mais alors que l'on est à Unicode 15, on ne devrait pas avoir la version 16 avant septembre, mais plutôt la 15.1. Car le consortium vient de dévoiler un premier aperçu de ce qu'on y trouvera. Mais avant de les regarder, je sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup d'emojis qui en fait sont juste la concaténation de plusieurs. Par exemple, vous prenez l'emoji femme avec celui d'une entreprise, et ça va donner une travailleuse. Et dans cette idée, les emojis autour de la famille vont générer 578 combinaisons qui permettront de représenter les familles monoparentales du même sexe ou encore multigenrées, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que 26 emojis dans ce domaine. Mais les sous-déclinaisons n'ont pas fini d'arriver car ils veulent faire la même chose avec la couleur de peau ou encore des choses étonnantes comme la couleur de cheveux. Bref, je pense que ça va donner des centaines et des centaines de déclinaisons. Et d'ailleurs, toujours dans le fait d'être plus inclusif, les emojis aujourd'hui ils vont toujours à gauche. Alors désormais, il sera possible d'aller vers la droite. Et il y a encore 2-3 autres changements, mais je ne vais pas forcément vous les détailler, car aujourd'hui on n'en est qu'à l'étape de proposition, car le comité va se réunir ce mois-ci avant d'en valider le contenu à ce printemps, voire cet été on va dire. Mais si on devait résumer la 15.1, ce sera avant tout là pour accroître les déclinaisons aujourd'hui possibles. Ensuite on va évoquer un sujet que j'avais pas trop voulu vous parler jusqu'à présent, à savoir Twitter, car le problème, et vous le savez, c'est que d'une heure à l'autre, il y a tout qui peut changer. Mais il semblerait que désormais la situation soit un tout petit peu plus claire puisqu'elle concerne l'API de Twitter. Et en fin de semaine dernière, il y a de nombreux clients tiers qui tout à coup, comme Tweetbot ou Twitterific, en fait, ils se sont plus mis à fonctionner, un peu comme si l'API ne fonctionnait plus. Mais fait étrange, il y avait certains clients qui étaient plus marginaux qui, eux, pouvaient toujours consommer l'API. Et le problème, il était d'autant plus flagrant avec Phoenix, qui ne fonctionnait plus sur Android, mais sur iOS, oui. Alors pour valider l'hypothèse que seuls certains clients étaient concernés, Tweetbot, le week-end dernier, ils ont mis à jour leur application avec une nouvelle clé, et par magie, tout a remarché. Le problème, c'est qu'ils ont très rapidement explosé leur nouveau quota, et donc rapidement ça n'a plus marché. On a donc pu en conclure que seuls les plus gros consommateurs de l'API étaient visés, mais alors que d'habitude Elon Musk il est plutôt bavard, là il disait absolument rien. Mais mardi soir, il y a un tweet qui est venu expliquer la situation, en tout cas plutôt fournir une réponse, puisqu'elle dit, et je la cite, « Twitter applique les règles de longue date autour de l'API, cela peut avoir pour conséquence que certaines applications ne fonctionnent plus. » Mais de quelles règles s'agit-il précisément? Là, le mystère, il reste entier. Mais sachant qu'on sait que les finances de Twitter vont mal et que l'API n'est pas forcément une source de revenus, on comprend qu'Elon Musk veuille économiser sur tout ce qu'il puisse, quitte à scier parfois une branche sur laquelle il s'appuie. Mais bon, d'ailleurs, en ce moment, il y a des ventes aux enchères pour essayer de vendre un maximum des objets du QG de San Francisco, preuve que là aussi, ça va pas super bien. Bon, sans transition, on est à peu près au milieu de la vidéo, pour ne pas trop vous prendre la tête avec que du mobile, place à des infos un peu plus généralistes avec la rubrique en bref. Comme chaque année, l'usine Noval vient de publier son classement des écoles d'ingénieurs. Que vous cherchiez un établissement pour vous ou vos proches, il est toujours intéressant de voir les notes réparties entre l'insertion, la proximité avec les entreprises, la recherche ou encore l'ouverture à l'international. Côté informatique, les 3 premières places sont occupées par les Sylve, le CE et les IA. En milieu de semaine, Google a publié un article autour de l'intelligence artificielle. Il en ressort que la société veut mettre 2 notions en avant, l'innovation ainsi que l'aspect responsabilité.
Par ailleurs, DeepMind, la société spécialisée en IA et rachetée par Google, a annoncé que leur concurrent à ChatGPT, nommé Sparrow, devrait être lancé en bêta privée en 2023. DeepL, le célèbre outil de traduction allemand qui vaut désormais 1 milliard d'euros, vient de lancer un outil permettant de suggérer des corrections grammaticales et syntaxiques à l'image de Grammarly. Malheureusement, seuls l'anglais et l'allemand sont pour le moment gérés, mais on imagine à terme que la traduction et ce nouvel outil puissent ne faire plus qu'un. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier qui est synonyme du retour des grèves en France. Mais chez Ubisoft, c'est une toute autre grève qui s'annonce pour des motifs plus inquiétants. La semaine dernière, l'éditeur français a en effet annoncé l'abandon de 3 jeux et le décalage d'un autre. Par ailleurs, suite à des ventes moribondes, des économies de 200 millions d'euros sont prévues sur les 2 prochaines années. Par conséquent, une demi-journée d'appel à la grève est prévue le vendredi 27 janvier. Toujours dans les mauvaises nouvelles, Microsoft vient d'annoncer le licenciement de 10 000 employés d'ici à la fin de l'année. Basecamp, Spotify, Deezer, France Digital et d'autres sociétés européennes viennent d'envoyer un courrier à l'Union européenne pour essayer d'accélérer les décisions autour du Digital Market Act, car Apple serait un frein à l'innovation. Vous avez probablement déjà vu cette vidéo de 2016 de Tesla montrant les capacités d'une Model X en mode pilotage autonome. Le site de la marque précise que la personne à la place du conducteur n'est là que pour des raisons légales. Il ne fait rien du tout, la voiture se conduit toute seule. Sauf que dans le cadre d'une enquête judiciaire, un cadre de la société indique maintenant que l'intention de la vidéo n'était pas de dépeindre avec précision ce qui était disponible pour les clients en 2016, mais plutôt de dépeindre ce qu'il était possible de construire dans le système. Comme quoi, c'est pas bien de mentir. On reprend et je vais pas revenir sur le phénomène ChatGPT car je pense que comme moi, en fait, on vous rabat les oreilles toutes les 5 minutes avec, donc je vais pas vous le faire. Par contre, il y a certains développeurs plus ou moins fallacieux qui ont eu la bonne idée de packager des applications qui font appel à l'API. Et je vous avais notamment parlé d'une qui proposait un abonnement hebdomadaire de 8 €, alors qu'en fait, comme vous le savez, tout est gratuit. Et cet exemple, il n'est pas du tout isolé car il y aurait des dizaines et des dizaines d'applications, et comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Et App Store Spy qui propose justement ces données, ils ont contacté Apple et Google. Alors du côté du Google Play, il y a une douzaine d'applications qui auraient été supprimées, sachant qu'elles auraient été installées à peu près 138 000 fois, mais d'autres sont plus malins et ils ont carrément renommé leurs applis, ce qui devient tout à coup plus difficile de les dénombrer. Mais si les 138 000 téléchargements ça concernait uniquement les 12 applis, mais le cabinet en question estime que 67 000 téléchargements seraient encore faits en moyenne par jour sur des fakes. Et côté Apple, c'est guère mieux car seulement 4 des 49 applications qui ont ChatGPT dans le titre ont été supprimées par Apple. Bref, sans vouloir vraiment ouvrir des portes ouvertes, on a quand même l'impression que la validation des stores c'est un peu à géométrie variable. Et on va terminer avec une étude assez conséquente de JetBrains, qui est l'éditeur derrière les IDE comme IntelliJ, PHP Storm, et malheureusement plus AppCode, car pour rappel c'était un IDE pour améliorer Xcode, mais ça n'a jamais vraiment trouvé son public. Et dans cette étude qui est nommée The State of Developer Ecosystem en 2022, on apprend beaucoup de choses, sachant que le panel il est constitué d'un peu moins de 30 000 développeurs et que ça a été réalisé entre mai et juin l'année dernière. Alors côté langage, assez étonnamment, ils considèrent le HTML et le CSS comme des langages de programmation, alors qu'en réalité c'est plutôt des langages de balisage. Bon bref, on va pas trop s'attarder sur cet aspect sémantique, et du coup selon eux, les langages les plus utilisés, c'est le JS, le HTML, CSS, puis le Python. Et si on regarde plus précisément les courbes, les langages qui permettent de faire du mobile, eh bien on a Kotlin qui est en hausse, Swift et Objective-C qui font grosso modo du surplace, et le JS qui est en baisse. Bon après il y a encore d'autres langages pour faire du mobile, mais ce serait compliqué de tous les citer, par exemple du C#, du Java et consorts. Côté langage préféré, on note que Python, Java et JavaScript sont les plus intéressants, mais je sais pas vous, pourtant on entend beaucoup de mal généralement de Java et du JS, comme quoi. Et en fait, d'ailleurs ce qui est assez étonnant, c'est que juste en dessous on a quels sont les langages les moins appréciés, et bien justement il y a du JS, du Java, du C et du PHP. Et en réalité je pense que les gens qui aiment d'autres langages, en fait ils sont plus diffus, et c'est pour ça que ça donne cette stat qui est assez étrange au final. Par contre, élément intéressant, c'est quelle est la tranche d'âge qui est liée à un langage. Alors côté mobile, c'est assez simple, c'est la tranche 21-29 ans qui est la plus importante, notamment Dart qui récolte 53%, et forcément on note des faits marquants comme le COBOL qui a un fort attrait des 50 ans et plus, ou encore l'assembleur qui a la cote chez les plus de 60 ans. En revanche, je profite du sujet autour de Dart car j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent du développement cross-platform en ne connaissant peu ou pas le natif, et finalement ça peut donner à moyen terme des compétences en natif qui vont alors devenir des sortes de spécialistes d'une certaine manière. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, on va refermer cette petite parenthèse, et on voit que le web est aujourd'hui très largement la plateforme de destination privilégiée, suivie du desktop et du mobile. Et sur l'aspect boule de cristal, les développeurs voient un avenir dans l'IA et le machine learning, Rust, mais aussi JavaScript et ses frameworks,
D'ailleurs, je dois avouer que ce dernier me fait un peu particulièrement rire, parce que bon, JS et les frameworks, c'est pas ce qui manque. Bon, après, on va dire que je zappe un tout petit peu, et la dernière stat qui fait malheureusement froid dans le dos, c'est la répartition hommes et femmes, et honnêtement, les stats qu'il y a sur cette chaîne, ils sont encore pires que celles que vous voyez ici. Bon, du coup, malheureusement, on va refermer ces stats, pas forcément de la meilleure des manières, mais une chose est sûre, il faut vraiment s'améliorer sur ce dernier point. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à faire le petit like si vous avez aimé le contenu et à vous abonner à la chaîne. Alors pour info, mercredi prochain, je vous ferai un live pour le Flutter Forward, mais bon, je vous en dirai plus bientôt. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, et rendez-vous même heure et même endroit. Demain, vous connaissez la chanson désormais. À bientôt!